Regardez bien cette ville en apparence immense et puissante. Elle est pourtant sur le point de s'effondrer, car ici le calme n'est qu'une illusion totale. Et en bas, c'est déjà le chaos, car la ville est plongée dans une panique indescriptible où tout le monde court dans tous les sens pour tenter de se sauver et de survivre à ce cauchemar. Mais dans cette tempête humaine, les prédateurs sont déjà là et à la poursuite de leur proie. Ces monstres sont capables de tout pour vous attraper, car rien ne peut les arrêter, pas même une tonne d'acier. Ils n'ont qu'un seul objectif, mordre et détruire tout ce qui respire. Et voici la règle la plus terrifiante de ce nouveau monde. Car une fois mordu, tu n'as que 12 petites secondes pour dire adieu à ton humanité. 12 secondes seulement où ton corps te trahit, où ton sang se glace et où le monstre prend définitivement le contrôle de ton esprit. Toute la ville est désormais saccagée. Tout a commencé dans une petite maison paisible où Jerry Lane profite d'un matin calme avec sa femme Karen et leurs 2 filles Rachel et Constance. Alors qu'ils partagent un petit déjeuner en famille dans une insouciance totale, Jerry remarque des informations étranges à la télévision montrant des villes saccagées et des mouvements de foule inexpliqués. On y voit des policiers courir dans tous les sens pour tenter de secourir la population. Mais à ce moment-là, personne ne sait encore l'horreur qui les attend réellement. Pensant qu'il s'agit d'un incident isolé, Jerry et sa femme Karen décident de monter en voiture avec leurs 2 filles pour les accompagner ensemble à l'école. Mais quelques minutes plus tard, ils se retrouvent totalement coincés dans une circulation monstrueuse. C'est ici, au milieu de ces milliers de voitures, que le piège va se refermer et que leur vie va basculer dans un enfer dont on ne ressort pas indemne. Mais soudain, le vrombissement d'un hélicoptère survolant la ville à basse altitude annonce que l'ordre est en train de basculer, car au loin, des foules de gens commencent à courir dans une précipitation que Jerry prend d'abord pour un simple incident. C'est à cet instant précis qu'une moto de police déboule à toute vitesse et arrache violemment son rétroviseur sans même ralentir, comme si le policier fuyait quelque chose de terrifiant. Intrigué, Jerry sort de son véhicule pour ramasser les débris et tente d'interroger les autres conducteurs, mais personne ne répond car personne ne sait encore l'horreur qui arrive. Alors qu'il s'apprête à remonter, un policier surgit et lui ordonne de déguerpir immédiatement. Mais il n'a pas le temps de finir sa phrase car un camion lancé à pleine puissance pulvérise la moto et le policier dans un choc d'une violence inouïe. Regardez bien la force de cet impact car ce camion n'essaie pas de conduire, il essaie de survivre. Jerry reste littéralement figé par cette vision de mort et comprend qu'il doit quitter les lieux avant d'être écrasé à son tour. Mais alors qu'il tente de s'échapper, un autre poids lourd surgit derrière lui, perdant totalement le contrôle et broyant toutes les voitures sur son passage. Ce conducteur ne freine pas car il sait exactement ce qu'il a laissé derrière lui, des créatures affamées, qui sont déjà en train de dévorer la ville et qui ne laisseront aucun survivant sur cette autoroute devenue un piège mortel. Jerry roule à toute vitesse pour mettre sa famille à l'abri. Mais dans ce chaos, une seconde d'inattention suffit, car alors qu'il demande à sa petite fille de se rasseoir et d'attacher sa ceinture, une autre voiture surgit et percute violemment leur véhicule, les projetant dans un fracas de métal. La ville est désormais totalement hors de contrôle et tout le monde court pour sa vie. Dans un paysage de destruction où Jerry n'a d'autre choix que d'extraire sa famille de la carcasse pour continuer le parcours à pied. Autour d'eux, la ville est devenue un véritable champ de bataille où les zombies se jettent sur les passants avec une férocité animale, brisant les vitres des voitures à coups de tête pour atteindre leur proie. Mais alors qu'ils avancent au milieu du carnage, Jerry s'arrête net pour observer une scène terrifiante. Car il ne cherche pas à sauver ce monsieur qui vient d'être mordu, il cherche à comprendre l'ennemi. Il fixe son regard sur la victime pour calculer la durée exacte de la transformation. Et sous ses yeux, l'horreur se produit car en seulement 12 secondes, le monsieur perd son humanité et se transforme en un monstre sanguinaire qui se retourne immédiatement contre ses propres proches. En voyant ce nouveau zombie fracasser les vitres pour dévorer sa famille, Jerry comprend que chaque seconde est vitale et il précipite les siens dans une nouvelle voiture pour fuir cette ville terrifiante où le monde tel qu'il le connaissait vient de disparaître. Comprenant que la situation devient incontrôlable, Jerry prend immédiatement son téléphone et appelle un ancien contact du gouvernement, son ami Thierry Umutoni, un haut responsable aux Nations Unies. Il lui explique que la situation est catastrophique et qu'il a besoin d'aide pour protéger sa famille. Mais au bout du fil, la réponse est inquiétante. Le gouvernement est dépassé. Les villes tombent les unes après les autres. Et personne ne contrôle plus vraiment la situation. Malgré tout, son ami lui promet une chose. S'il parvient à survivre jusqu'au lendemain et à atteindre un point d'extraction, un hélicoptère pourra venir les récupérer. Mais d'ici là, ils devront se débrouiller seuls. Quelques minutes plus tard, Jerry et sa famille s'arrêtent devant un magasin. À l'intérieur, la panique est totale. Les gens se battent pour de la nourriture et des provisions. Sa fille est malade et il doit absolument trouver des médicaments. Il se dirige donc directement vers la pharmacie du magasin. Soudain, le propriétaire surgit derrière lui et pointe une arme dans sa direction. Jerry se retourne lentement et cache instinctivement sa fille derrière lui. Pendant un instant, personne ne bouge. Puis le propriétaire comprend la situation. Il baisse son arme. Et sans dire un mot, il part chercher les médicaments dont la famille a besoin. Pendant ce temps, de l'autre côté du magasin, la femme de Jerry essaie de récupérer un peu de nourriture. Mais soudain, un cri retentit. Jerry accourt immédiatement et découvre 2 pillards qui viennent d'attraper sa femme.
L'un d'eux lève son arme, mais Jerry réagit plus vite. En une fraction de seconde, il tire et neutralise les deux hommes. Sans perdre de temps, la famille quitte immédiatement le magasin. Mais alors qu'ils avancent dans la rue, un nouveau danger surgit. Un infecté tombe violemment sur une voiture à quelques mètres d'eux. La créature se relève instantanément. Ses mouvements sont rapides, brutaux, inhumains. Jerry comprend que rester dans la rue est trop dangereux. Il entraîne alors sa famille dans un immeuble voisin. Mais les infectés sont déjà en train de les poursuivre. Finalement, un voisin leur ouvre son appartement et accepte de les cacher. Pour la première fois depuis longtemps, ils peuvent respirer. La famille du voisin leur offre de la nourriture et de l'eau, et pendant quelques heures, le silence revient. Mais Jerry ne dort pas vraiment. Son esprit analyse tout ce qu'il a vu. Les attaques, la vitesse de l'infection, les transformations. Au petit matin, Jerry comprend qu'ils ne peuvent plus rester ici. Il improvise alors une solution. Avant de sortir, Jerry improvise une protection rapide. Il attache des morceaux de carton et de magazine sur ses avant-bras avec du scotch. Une défense simple mais essentielle contre une morsure directe. La famille quitte alors l'appartement et se dirige vers le toit de l'immeuble. Mais les infectés les repèrent immédiatement. La poursuite commence. Les zombies surgissent dans les couloirs. Jerry tire sur certains d'entre eux, repousse les autres, et continue de monter les escaliers avec sa famille. Mais soudain, un infecté se jette sur lui. Sa mâchoire se rapproche dangereusement de son visage. La salive du zombie coule déjà vers sa bouche. Pendant ce temps, sa famille atteint enfin le toit. Ils allument un feu de signalisation pour guider l'hélicoptère. En bas, Jerry lutte encore. Mais au dernier moment, le fils du voisin surgit et tire sur le zombie, sauvant Jerry in extremis. Jerry remonte alors les derniers étages et arrive enfin sur le toit. Il ne s'approche pas de sa famille. Mais un doute le paralyse immédiatement. La salive du zombie a peut-être pénétré dans sa bouche. Alors il s'arrête. Il commence à compter. 1 seconde. Sa femme le regarde, terrifiée. 10 secondes passent. Mais Jerry ne se transforme pas. Il comprend alors qu'il est toujours humain. À ce moment précis, le bruit des rotors résonne dans le ciel. L'hélicoptère arrive enfin. Mais déjà, les infectés envahissent l'immeuble. Jerry court vers la porte pour bloquer la rentrée pendant que les zombies surgissent derrière lui. Et au moment exact où les créatures franchissent la porte du toit, la famille réussit à monter à bord. Jerry sait qu'il ne pourra pas tenir longtemps. Alors, au dernier moment, il relâche la porte et se met à courir à toute vitesse vers l'hélicoptère. Les balles pleuvent pendant que Jerry court sans se retourner. Il saute finalement à l'intérieur de l'hélicoptère juste avant que les créatures ne l'atteignent. Et lorsque l'appareil décolle enfin du toit, plusieurs zombies se jettent désespérément derrière eux dans le vide. La ville disparaît lentement sous leurs pieds. Ils viennent de survivre au premier enfer. Et depuis le ciel, Jerry observe la ville sombrer complètement dans l'apocalypse. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que cette catastrophe ne fait que commencer dans World War Z. Mais Jerry comprend déjà que le pire reste encore à venir. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère atterrit finalement sur une base militaire sécurisée en mer. Dès que la porte s'ouvre, un homme attend déjà leur arrivée. Cet homme n'est autre que Thierry Umutoni, un ancien collègue de Jerry qui travaille pour les Nations Unies. Thierry savait que Jerry était l'une des rares personnes capables de comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Les deux hommes se serrent la main avec gravité. Thierry conduit ensuite Jerry à l'intérieur de la base. En traversant les couloirs, Jerry découvre un centre de commandement complètement débordé. Des officiers courent d'un écran à l'autre, des techniciens analysent des données en urgence. Sur les écrans géants, les images sont encore plus effrayantes. Des villes entières sont submergées par des vagues de zombies. Des foules paniquées courent dans toutes les directions. Et les gouvernements commencent à s'effondrer les uns après les autres. Certaines villes ne répondent plus. Des dirigeants ont disparu. Et personne ne semble comprendre comment tout cela a commencé. C'est à ce moment que Admiral Mullen entre dans la salle. L'amiral observe Jerry avec un regard sérieux. Il explique que le monde est en train de sombrer dans le chaos total. Les armées les plus puissantes n'arrivent plus à contenir l'épidémie. Et chaque heure qui passe aggrave la situation. L'amiral explique que Jerry a autrefois travaillé comme enquêteur dans les zones de crise pour les Nations Unies. Son expérience pour comprendre les catastrophes mondiales pourrait être la clé pour découvrir l'origine de cette infection. Et si quelqu'un peut trouver une solution, c'est peut-être lui. Mais Jerry refuse immédiatement. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est protéger sa femme et ses enfants. Pour lui, sa famille passe avant tout. L'amiral reste silencieux pendant quelques secondes. Puis il lui donne un choix très clair. S'il accepte d'aider la mission, sa famille pourra rester en sécurité sur la base militaire. Mais s'il refuse, alors lui et sa famille devront quitter le navire et retourner à Philadelphie. Jerry comprend alors que retourner là-bas serait une condamnation à mort pour toute sa famille. Jerry retourne alors voir sa femme. Elle est inquiète et ne comprend pas pourquoi ils veulent encore l'envoyer en mission. Elle lui rappelle qu'il ne travaille plus pour eux et qu'il n'a aucune obligation de risquer sa vie. Jerry lui explique calmement la situation. S'ils refusent, ils devront tous retourner à Philadelphie. Et là-bas, personne ne survivra longtemps. En entendant cela, sa femme comprend immédiatement la gravité de la situation. Même si elle a peur pour lui, elle sait qu'il doit y aller. Avant de partir, Jerry lui donne un téléphone satellite. Il lui explique qu'elle devra l'appeler uniquement en cas d'urgence. Puis il se penche vers ses enfants et leur dit au revoir. Les enfants ne comprennent pas totalement ce qui se passe, mais ils savent que leur père doit partir pour une mission très importante. Quelques instants plus tard, Jerry monte dans un avion militaire avec une équipe de scientifiques. Leur destination est l'une des rares villes au monde qui semble encore résister à l'invasion des zombies. Dès son arrivée à Jérusalem,
Il est escorté dans une voiture blindée par Segen, une soldate hautement entraînée chargée de la sécurité. Le véhicule s'engage alors dans les rues de Jérusalem, une ville entièrement fortifiée derrière un mur colossal conçu pour résister à l'effondrement du monde extérieur. À chaque coin de rue, des soldats sont en position. Des survivants continuent d'affluer sous escorte militaire. Et pendant quelques instants, tout semble fonctionner. Une ville encore debout dans un monde déjà en ruine. Jerry l'observe déjà. Et il comprend que cette sécurité ne pourra pas durer éternellement. Après plusieurs minutes de trajet, la voiture s'arrête devant un bâtiment sécurisé. Segen descend la première et escorte Jerry à l'intérieur sans dire un mot. Il traverse plusieurs couloirs jusqu'à une salle de commandement hautement protégée. C'est ici que Jerry rencontre l'un des architectes de la survie de la ville, Jürgen Warmbrunn. Le responsable le fixe immédiatement et pose une question simple mais lourde de sens. Pourquoi est-il venu ici? Jerry Lane répond sans détour. Il est venu pour comprendre l'origine de la catastrophe mondiale. D'où le virus est parti. Comment il s'est propagé si rapidement. Et surtout, comment l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Warmbrunn écoute attentivement. Mais au lieu de répondre directement, il enchaîne avec une autre question. Comment a-t-il réussi à survivre jusqu'ici? Il demande à Jerry de le suivre. Les deux hommes montent dans un véhicule militaire. Et la voiture traverse alors toute la ville de Jérusalem. Pendant le trajet, Warmbrunn révèle la vérité sur leur survie. Dès les premiers signes de l'épidémie, Israël a refusé de l'ignorer. Contrairement au reste du monde, ils ont agi immédiatement. Ils ont construit un mur gigantesque autour de la ville. Un mur massif conçu pour empêcher toute intrusion. Et surtout, ils ont ouvert leurs portes aux survivants avant que le monde ne s'effondre totalement. Des milliers de vies ont été sauvées ici. Mais une fois arrivé sur place, Jerry découvre quelque chose de plus profond. Des camps organisés. Des survivants sous protection militaire. Une ville qui semble fonctionner comme une forteresse vivante. Pendant un court instant, Jérusalem ressemble à un dernier bastion de stabilité dans un monde perdu. Mais Jerry le sait. Dans une apocalypse comme celle-ci, aucune forteresse n'est éternelle. Et parfois, c'est justement quand tout semble sous contrôle que le vrai danger commence déjà à se préparer. Pendant un instant, Jérusalem semble être le dernier refuge de l'humanité. Protégée par un immense mur, la ville paraît avoir échappé au chaos qui a déjà détruit le reste du monde. À l'intérieur, les survivants commencent même à célébrer leur survie. Ils chantent, ils dansent, ils pensent être enfin en sécurité. De l'autre côté du mur, des milliers d'infectés commencent à se rassembler. Attirés par le son, ils courent tous dans la même direction. Pendant ce temps, Jerry Lane observe la foule avec inquiétude. Il comprend immédiatement que le bruit devient dangereux. Alors il se tourne vers le commandant et lui dit que la musique est beaucoup trop forte. À l'extérieur, les infectés commencent à s'empiler les uns sur les autres. Une pyramide humaine se forme contre le mur. Et en quelques secondes, les premiers infectés passent de l'autre côté. Ils tombent à l'intérieur de la ville. Certains s'écrasent sur les voitures. Mais ils se relèvent immédiatement. Et ils attaquent tout ce qui bouge. Les habitants qui célébrèrent leur survie comprennent soudain qu'ils sont piégés. La foule se met à courir dans toutes les directions. Les militaires ouvrent le feu. Les hélicoptères tirent depuis les airs. Les soldats ouvrent immédiatement le feu. Mais les infectés sont beaucoup trop nombreux. Certains renversent même des véhicules sous la force de leur charge. Comprenant que la ville est perdue, le commandant ordonne immédiatement l'évacuation de Jerry Lane. Une unité des forces spéciales commence alors à l'escorter vers un avion militaire. Mais atteindre l'avion devient un véritable cauchemar. Les rues sont désormais envahies par les infectés. Les survivants fuient. Les soldats tirent. Et la ville entière sombre dans le chaos. Plusieurs membres de l'escorte sont mordus pendant la fuite. Mais c'est là que la situation devient encore pire. Segen était mordu par un infecté. Et tout le monde sait ce que cela signifie. Dans cette épidémie, la transformation peut prendre seulement quelques secondes. Mais Jerry Lane agit immédiatement. Il coupe le bras de la soldate. Le groupe arrête ensuite le saignement avec un bandage. Contre toute attente, elle ne se transforme pas. Car à l'extérieur, les infectés envahissent désormais toute la ville. Même les hélicoptères militaires tentent de repousser les créatures depuis les airs. L'un des hélicoptères est finalement submergé. Profitant du chaos, le groupe atteint enfin l'avion militaire. Il monte rapidement à bord. Les portes se ferment. Et l'appareil décolle immédiatement. Pour la première fois depuis longtemps, ils pensent être sauvés. À l'intérieur de l'avion, Jerry Lane regarde par le hublot. Sous ses yeux, Jérusalem est en train de tomber. La ville qui semblait être le dernier refuge de l'humanité est désormais envahie. Mais ce que personne à bord ne sait encore, c'est que leur pire cauchemar est déjà dans l'avion avec. Soudain, un petit chien commence à aboyer nerveusement. Au début, personne n'y prête attention. Les passagers restent assis tranquillement, sans comprendre que l'animal vient peut-être de sentir quelque chose que les humains ne voient pas encore. Pendant ce temps, Jerry est occupé à changer la bande autour du bras de la soldate blessée. C'est lui qui a coupé son bras quelques minutes plus tôt pour empêcher l'infection de se propager. Mais dans son esprit, une autre question tourne en boucle. Au milieu du chaos, il y avait un vieil homme qui ne courait pas. Et les zombies l'ont complètement ignoré. Il se souvient aussi d'un petit garçon immobile. Et les créatures l'ont ignoré lui aussi. Alors Jerry commence à comprendre. Peut-être que les zombies ne s'attaquent pas à certaines personnes. Cette idée lui donne soudain une nouvelle piste. Il prend alors son téléphone et appelle sa femme. Après quelques mots rapides pour la rassurer, il lui demande de passer le téléphone à son ami qui travaille aux Nations Unies. Jerry lui explique qu'il doit absolument aller dans un endroit précis.
Un laboratoire capable d'analyser cette nouvelle piste, Thierry comprend immédiatement l'urgence. Il demande alors au pilote de changer de destination et de diriger l'avion vers une petite ville où se trouve un centre de recherche sécurisé. L'avion continue sa route dans le ciel. Mais pendant ce temps, le petit chien qui aboyait tout à l'heure descend de son siège et se dirige vers l'avant de la cabine. Il s'approche d'une agente de bord. Le chien continue d'aboyer, comme s'il essayait de prévenir quelqu'un, mais la femme ne comprend pas. Elle appuie sur le bouton pour ouvrir la porte de la cabine avant, et à l'instant même où la porte s'ouvre, le chien s'enfuit brusquement. Une seconde plus tard, un zombie surgit et se jette violemment sur l'agente de bord. Jerry se réveille en sursaut. Il écarte le rideau pour voir ce qui se passe. Et ce qu'il découvre est déjà trop tard. Les passagers de l'autre cabine sont en train de se transformer les uns après les autres. Le virus se propage à une vitesse terrifiante. Jerry comprend qu'ils doivent agir immédiatement. Il ordonne alors aux passagers encore sains de bloquer la porte qui sépare les deux cabines. Tout le monde attrape des valises et des sacs pour construire une barrière improvisée. Mais soudain, un passager affolé laisse tomber son sac. Le sac glisse de l'autre côté. Et le bruit attire immédiatement les zombies. Les créatures se ruent vers la porte. La barrière commence à trembler sous leurs coups. Et malgré tous leurs efforts, les zombies finissent par renverser les bagages. La porte cède. Un zombie se jette directement sur Jerry. Mais au dernier instant, la soldate tire et abat la créature. Elle continue de tirer, mais ils sont trop nombreux. Ils savent que s'ils restent là, ils seront tous infectés. Ils sortent une grenade. 2 choix seulement s'offrent à eux. Soit ils explosent une partie de l'avion pour que la dépressurisation aspire les zombies, soit ils meurent tous ici. Sans hésiter, Jerry lance la grenade. L'explosion déchire la carlingue. Une énorme rafale d'air aspire immédiatement les zombies hors de l'avion. Mais l'appareil est maintenant hors de contrôle. Les pilotes ne peuvent plus stabiliser l'avion, et quelques instants plus tard, l'avion s'écrase violemment dans une zone isolée. Contre toute attente, Jerry et la soldate survivent au crash. Blessés mais vivants, ils avancent alors vers le seul endroit qui peut encore sauver l'humanité. Un centre de recherche scientifique. Ils arrivent finalement devant la porte du laboratoire. La soldate frappe, encore et encore, espérant que quelqu'un soit encore en vie à l'intérieur, car si personne ne répond, alors le monde entier est peut-être déjà perdu. Dans la base militaire, l'ambiance est devenue lourde. Une terrible nouvelle vient de tomber. L'avion dans lequel se trouvait Jerry Lane a disparu des radars, et il est probablement écrasé. Pour tout le monde, une chose est claire. Jerry ne survivra pas à ce crash. En entendant cela, Karen Lane est dévastée. Elle comprend que l'homme qu'elle aime est peut-être mort quelque part, au milieu de ce monde en ruine. Au bout du fil se trouve Thierry Umutoni. Il explique que, puisqu'ils n'ont plus aucune nouvelle de Jerry, la famille doit être transférée immédiatement dans un lieu encore plus sécurisé. Quelques minutes plus tard, des militaires escortent Karen et ses enfants vers un hélicoptère. Alors qu'ils montent à bord, Thierry reste immobile. Observant la famille de son ami s'éloigner, son regard est rempli de tristesse. L'hélicoptère décolle, emportant la famille vers une nouvelle base. Mais contre toute attente, Jerry est toujours en vie. Après le crash de l'avion, il a réussi à atteindre un laboratoire hautement sécurisé. À l'intérieur, des scientifiques le capturent immédiatement. Ils veulent savoir pourquoi est-il ici. Jerry explique qu'il a été envoyé par le gouvernement pour trouver une solution contre l'épidémie, mais les scientifiques restent sceptiques. Ils décident alors de vérifier. Ils appellent directement la base et tombent sur Thierry Umutoni. Thierry confirme tout. C'est bien lui qui a envoyé Jerry ici pour une mission cruciale. Les scientifiques comprennent alors que cet homme pourrait représenter leur dernier espoir. L'un des scientifiques s'approche alors de lui et lui pose une question simple. « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» Jerry répond calmement. Il pense que ces créatures ont une faiblesse. Selon lui, les zombies ne s'attaquent pas au hasard. Il explique qu'il a vu plusieurs personnes malades ou faibles, et que les zombies les ignoraient complètement. Pour Jerry, ce n'est pas une coïncidence. Il pense qu'il existe des maladies que les zombies évitent instinctivement. Et si on injectait volontairement l'une de ces maladies à une personne, alors cette personne deviendrait invisible aux yeux des zombies. Une scientifique reste sceptique. Pour elle, ce n'est qu'une théorie. La seule façon de le prouver serait de tester le sérum sur quelqu'un puis de le confronter directement aux zombies. La pièce devient silencieuse, mais Jerry est prêt à tenter le tout pour le tout. En regardant les écrans de surveillance du laboratoire, il découvre une autre terrible vérité. Plusieurs salles du bâtiment sont déjà envahies de zombies. Il devra traverser ces couloirs infestés. Jerry se prépare alors comme il l'a déjà fait auparavant. Les autres prennent des armes improvisées, des objets tranchants. La porte s'ouvre lentement, et il pénètre dans le bâtiment rempli de morts vivants, sans savoir que la moindre erreur pourrait réveiller toute la horde. Dans le laboratoire silencieux, Jerry avance avec la soldate Segan et le médecin. Les lumières du laboratoire sont déjà allumées, mais le danger peut surgir de n'importe où. Ils avancent lentement entre les salles. Soudain, le pied de Jerry écrase un morceau de verre sur le sol. Le bruit résonne dans tout le couloir. Pendant une seconde, tout reste silencieux. L'un d'eux surgit dans le couloir. Sans hésiter, Segan tire immédiatement. La balle frappe le zombie en pleine tête. Le bruit attire tous les autres zombies du laboratoire. En quelques secondes, une horde entière commence à courir vers eux. Ils atteignent un escalier. Jerry prend une décision rapide. Il dit aux deux autres de continuer vers la sortie, puis il change de direction. Il frappe les conduits métalliques du couloir pour attirer les zombies vers lui. Un zombie arrive presque sur lui,
Il se retourne et l'écrase violemment contre le mur. Un autre surgit derrière. Jerry frappe encore. Le zombie tombe au sol. Pendant ce temps, Negan et le médecin avancent rapidement dans un autre couloir pour rejoindre la sortie. Mais soudain, ils aperçoivent plusieurs zombies devant eux. Ils s'arrêtent net. Les zombies commencent à courir. Negan tire une balle mais ils sont trop nombreux. Ils n'ont plus le choix. Ils courent vers la sortie. Au même moment, les scientifiques qui observent tout depuis les caméras comprennent la situation. Ils ouvrent rapidement la porte de sécurité. Negan et le médecin se précipitent à l'intérieur. La porte se referme immédiatement derrière eux et ils bloquent la porte avant que les zombies n'entrent. Mais Jerry, lui, est resté de l'autre côté. De son côté, Jerry avance seul dans les couloirs du laboratoire. Il cherche la salle où sont conservés les agents pathogènes. Finalement, il trouve la salle. À travers la vitre, il voit les échantillons du laboratoire. Mais la porte est verrouillée. Jerry appelle alors la scientifique par radio. Elle lui donne le code d'accès. Jerry tape le code. La porte s'ouvre. Il entre rapidement et remplit une caisse avec plusieurs virus différents. Puis il se retourne pour sortir. Mais soudain, un zombie se tient juste devant la porte. Impossible de sortir. Le zombie bloque le passage. De l'autre côté, les scientifiques regardent tout sur les écrans sans pouvoir l'aider. Jerry reste immobile. Les secondes passent. Puis une idée lui vient. Il se souvient de sa théorie. Les zombies ignorent les personnes gravement malades. Alors Jerry prend une décision extrêmement risquée. Il prend une seringue et s'injecte volontairement un virus mortel. Tout le monde regarde les écrans en silence. Les secondes passent. Puis Jerry se lève. Il prend la caisse et marche vers la porte. Il l'ouvre. Le zombie s'approche. Il renifle. Il regarde Jerry dans les yeux, mais il ne l'attaque pas. Le zombie le considère maintenant comme un corps malade inutile pour l'infection. Jerry pousse doucement le zombie et sort. Dans la salle de contrôle, les scientifiques explosent de joie. La théorie fonctionne. Jerry avance alors dans le couloir. Il appuie sur un distributeur de boissons. Les canettes tombent au sol avec un grand bruit. Le bruit attire les zombies de l'autre côté du couloir. Pendant que les zombies courent vers ce bruit, Jerry marche calmement à travers eux. Certains zombies passent juste à côté de lui. Certains le frôlent, mais aucun ne l'attaque. Il traverse toute la horde et atteint finalement la sortie. Une scientifique lui donne ensuite une injection pour neutraliser le virus qu'il s'est injecté. Grâce au virus récupéré par Jerry, les scientifiques créent un camouflage biologique. Une injection qui rend les humains invisibles pour les zombies. Partout dans le monde, les survivants reçoivent ce traitement. Les humains reprennent confiance. Les armées contre-attaquent. Les villes envahies sont reconquises. Les zombies sont repoussés. Finalement, Jerry retrouve sa famille, sa femme, ses enfants et le petit garçon qu'ils ont sauvé au début de l'histoire. Ils s'embrassent enfin après tout ce qu'ils ont traversé. Le monde n'est pas encore totalement sauvé, mais l'humanité a maintenant une chance de survivre. Morale de l'histoire. Même face à une catastrophe mondiale, la solution peut venir d'une simple observation et du courage d'un seul homme. Parfois, comprendre l'ennemi est plus puissant que le combattre. Et si vous aimez ce genre de résumé de films comme World War Z, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et préparez-vous pour la prochaine histoire, car certaines catastrophes sont encore plus terrifiantes.